J'ai un parcours classique de juriste. J'ai fait du droit public, 4 années à Paris 1, la 5e année à Paris 2. J'ai entamé une thèse que je n'ai pas soutenue. Et tout ça m'amène ici devant vous aujourd'hui. Par hasard. Par hasard, parce que je n'étais pas suffisamment bon pour être en classe prépa littéraire et je n'avais à peu près aucune idée de ce que j'allais faire. Et donc, à peu près comme tous les étudiants en droit qui se respectent, je suis arrivé sur les bancs de Paris 1 en n'ayant à peu près aucune idée de ce dont on allait parler. J'ai jamais regretté, parce que, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, enfin quand j'y pense, je pense que le droit a cet aspect concret que la philo n'a pas. Et c'est ça qui m'intéresse dans le droit et c'est ça qui m'intéresse dans les études de droit. Comprendre concrètement le monde et non pas de manière trop théorique. Un étudiant très moyen. J'ai validé mon bac avec quelque chose comme 10,02 de moyenne. J'ai eu ma première année avec 10,01. Je me suis amélioré vers le 10, tangenté. J'ai dû avoir en deuxième année quelque chose comme 10,06. Enfin voilà, j'étais vraiment extrêmement moyen. Et je pense que c'est un point qu'il est important de souligner parce que beaucoup de gens essayent de faire croire aux étudiants que grosso modo, en dessous de 15, leur vie est foutue. C'est pas exactement vrai. Moi, je sais que je suis passé dans les années supérieures pour une seule raison, je ne voulais pas redoubler et recommencer. Et ensuite, pour ce qui est donc de l'étudiant que j'étais très moyen, à vrai dire, je mens un peu. Parce que j'avais 5 en droit privé et que j'avais 15 en droit public. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux étudiants, c'est d'être bon quelque part, et non pas d'être bon partout. Alors mon deuxième caractère d'étudiant, c'est que j'étais un étudiant très peureux. J'étais très timide, j'avais très peur de parler à l'oral, tout m'impressionnait énormément. Alors c'est un point sur lequel je veux revenir aussi parce que les étudiants à 18 ans ont l'impression que prendre la parole et ne pas savoir prendre la parole, c'est une difficulté insurmontable. Non, c'est une difficulté qui va être surmontée, mais qui ne va pas être surmontée dans l'année forcément qui vient. Donc un étudiant très moyen, un étudiant très peureux et un étudiant presque tout le temps complètement perdu. Et j'insiste, parce qu'on fait souvent croire aux étudiants qu'il faut être très bon et très courageux et très à l'aise, et c'est un mensonge. J'ai attendu. Ça aussi, souvent, les étudiants n'en ont pas conscience. Et la formation en droit, c'est sur un temps long. Je le dis souvent à mes étudiants, qu'ils le croient ou qu'ils ne le croient pas, enfin je ne sais pas ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas. Mais moi j'ai su faire un commentaire d'arrêt en 4e année. J'ai vraiment su faire un commentaire d'arrêt en 4e année. Évidemment, je faisais des commentaires d'arrêt avant, c'est pas venu tout seul de manière impromptue. C'est venu avec beaucoup de travail. Mais on surmonte ces difficultés donc en étant patient, en travaillant beaucoup et en acceptant de souffrir. Parce que quand même le droit c'est ça, c'est de l'apprentissage parfois douloureux et sur un temps long. Voilà. Donc patience, entraînement. Je dis souvent que je suis un adepte de la méthode russe. Alors ça les étudiants n'aiment pas. Mais oui, moi j'ai eu des premières notes, je me rappelle de ma matière de prédilection où j'ai la prétention d'être un petit peu bon. Les premières notes en droit constitutionnel c'était 7, c'était 4, c'était 3. Et quand je suis allé voir ma chargée de TD, elle m'a dit très suavement « Oh, mais vous êtes plutôt bon ». Et moi, j'étais oui, enfin 7, peut-être que c'est quand même pas... Et oui, j'étais plutôt bon. Voilà. Donc j'ai surmonté mes difficultés aussi en ne me décourageant pas. Par hasard, par défaut et par dépit. Le droit mène à tout à condition d'en sortir, c'est un poncif, on dit souvent 50 droits et tout le reste de travers, etc. etc. Moi, j'ai pas réussi à soutenir ma thèse. J'ai pas réussi à soutenir ma thèse, bon, on est assez nombreux dans ce cas-là, il y a 90% des doctorants qui vont pas au bout de leur thèse, donc je suis plutôt du côté de la normalité statistique. Enfin, le fait est que j'ai pas soutenu ma thèse. Et n'ayant pas soutenu ma thèse, j'ai quand même eu un petit passage à vide, que je me suis posé la question, après mon passage à vide, qu'est-ce que je fais ? Et la conclusion assez logique pour un étudiant qui fait du droit public, c'est passer des concours. Donc je me suis inscrit à 14 concours, méthode russe, je vous dis. J'en ai passé 10, j'étais admissible à 7, j'ai été admis à 3, et j'ai pris le mieux payé. Parce que sortant de 3 années de thèse et, on va dire, de salaire étudiant, je commençais à trouver que les plaisanteries les plus courtes étaient les moins longues. Donc j'ai pris le concours d'inspecteur des finances publiques, qui était clairement mieux payé que les 2 autres que j'ai réussi, et j'ai jamais regretté. Alors l'étranger, d'abord, c'est une opportunité assez fabuleuse pour un fonctionnaire. Je dis souvent qu'il y a quand même peu de boîtes
en dehors de la fonction publique, qui offre des opportunités de carrière telles que celles que j'ai pu vivre. Et sachant que je ne suis pas tout seul, j'ai un bon ami à moi, par exemple, lui, son opportunité de carrière, c'est de se rapprocher de sa province natale. Ce que je ne juge pas, hein, c'est une opportunité de carrière, c'est une autre opportunité de carrière. Moi, mon opportunité de carrière, c'était de faire plein de choses, et notamment à l'étranger. Donc oui, je suis allé 2 ans au Nigeria et puis 3 ans en Israël. Qu'est-ce que j'ai retenu? Eh bien, j'ai retenu que la France n'était pas le centre du monde. Et c'est très bien comme ça. Et j'ai retenu aussi que la France est un beau pays. Je reste vraiment persuadé que partir à l'étranger, c'est pas mal aimer son pays, c'est au contraire l'aimer davantage, le voir sous un regard différent et revenir en étant, pour utiliser un terme un peu galvaudé, plus patriote qu'avant. J'ai été très marqué par le fait qu'au Nigeria, le salaire moyen c'est 2 dollars par jour, et pour autant les Nigérians font partie des peuples les plus optimistes de la Terre. Pour un Français tel que j'étais, c'était une grande surprise. Oui, avec 2 dollars par jour, on peut être très heureux. Voilà. J'ai retenu à peu près ça de l'étranger. La variété. Je fais vraiment beaucoup de choses différentes. Ce que j'essaye de faire le plus, c'est ce que j'appelle la stratégie modernisatrice, qui n'est pas une stratégie très philosophique, hein, c'est ce que je disais au début. J'ai gardé du droit un aspect très concret, très pragmatique des choses. Pour vous donner un exemple, on est en train, là, à l'heure actuelle, de s'occuper très sérieusement de la dématérialisation. Et pour vous donner un exemple dans l'exemple, il y a des étudiants qui se font rembourser leurs frais d'écolage et on souhaite que plutôt qu'ils remplissent un papier en triple exemplaire qui se perd, etc., on souhaite qu'ils puissent remplir un formulaire, joindre des pièces jointes et que tout ça soit traité de façon dématérialisée. Donc on est vraiment, en tout cas moi je suis vraiment dans une logique de modernisation au quotidien. Ça c'est mon premier quotidien. Mon second quotidien, c'est percevoir de l'information. Parce qu'on ne travaille pas bien quand on est agent comptable et qu'on ne sait pas ce qui se passe autour de soi. Donc je travaille beaucoup à un endroit qui s'appelle la machine à café. Et c'est un endroit où, d'ailleurs je ne bois pas de café mais c'est pas grave, où on apprend des choses. Et mon troisième quotidien, il y a une fonction de représentation. Cette semaine par exemple, la semaine dernière plus exactement, j'ai été 3 jours en tant que jury de concours dans une université pour recruter des fonctionnaires. Voilà, des jurés, vous avez des gens qui mettent des notes, etc. Enfin, c'est un travail qu'on fait très sérieusement et qui nous prend beaucoup de temps. Et cette fonction de représentation, parce que là, est importante, c'est une fonction de représentation importante, je pense, parce que dans ce cas précis, je représente mon institution, l'INALCO, à l'extérieur. C'est aussi mon quotidien. Ce que j'aime dans mon métier de chargé de TD, c'est d'abord passer des savoirs, parfois un peu ésotériques. Dans mes TD, finalement, on fait assez peu de droit. J'ai une tendance à penser que les étudiants sont parfaitement capables de lire des manuels. En tout cas, s'ils ne sont pas capables de lire des manuels, c'est pas en TD que je vais les lire pour eux. Mais c'est une vision de plus en plus contestée. Mais c'est la mienne. Et puis après, il ne faut pas se mentir, hein, ce que j'aime dans mon quotidien de chargé de TD, c'est les bouffées intellectuelles, les bouffées d'oxygène. Donc voilà, moi j'apprends en tant que chargé de TD, j'apprends des choses qui peuvent avoir l'air un peu ésotériques. Je les apprends pour moi et puis je les apprends aux autres aussi. Pour moi, il y a 3 qualités. La première, tout le monde le dit, et les 2 autres qualités, c'est dit de façon un petit peu moins claire. Ce qui fait que d'une certaine façon, il y aurait peut-être 4 qualités. La première qualité, c'est écrire. Savoir écrire. C'est une vraie qualité. Quand on sait écrire bien, quand on a du souffle, quand on a du style, on s'en sort souvent. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, les sujets en droit, c'est aussi la capacité à écrire 5, 6, 7 pages sur un sujet dont on ignore tout. Et pour ça, il faut du souffle, il faut du style, il faut du nerf, il faut de l'endurance, il faut savoir écrire. La deuxième qualité qu'on présente, mais de façon parfois un peu gênée, c'est apprendre bêtement. La première instruction que je donne à mes étudiants, qui roulent les yeux effarés en se disant « mais où est-ce qu'on est tombé ?», c'est d'apprendre par cœur les 300 premières pages de leur manuel. Alors c'est pas sexy, c'est pas tentant, c'est pas amusant, je le sais très bien. Mais le fait est qu'en droit, il y a un effort de mémorisation qui est important. Enfin, vous imaginez un avocat qui plaide. Et là, on est en train de fouiller dans ces articles du Code civil, je sais plus, c'est l'article 1300 et quelques. Ah non, il y a des choses qu'il faut savoir par cœur. Voilà. La troisième qualité, et là ça devient difficile pour les étudiants parce que
Ils arrivent à comprendre les 2 premières qualités, mais alors la troisième vient rebattre un peu les cartes. C'est réfléchir intelligemment. Et c'est évidemment l'inverse d'apprendre bêtement. Donc apprendre bêtement et réfléchir intelligemment, oui c'est contradictoire, et oui c'est difficile de faire les deux, et oui c'est impossible de faire les deux en même temps. Mais il y a des moments où il faut apprendre bêtement, il y a des moments où il faut réfléchir intelligemment. La quatrième et dernière qualité, c'est les comportements implicites. Il y a des comportements implicites qui par définition ne sont pas donnés ou ne sont pas donnés très clairement, et il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui moi m'exaspère au plus haut point. Moi j'ai régulièrement des étudiants qui rendent leur copie, qui mettent pas leur nom. Et je leur dis, en essayant de faire de l'humour, mais bon, c'est quand même utile d'avoir le nom sur une copie pour mettre une note et la rattacher à la personne. Et accessoirement, quand moi j'ai 50 copies à corriger, j'ai pas forcément le temps d'aller chercher qui a écrit quoi. Donc s'il y a le nom, ça peut m'aider un peu. Le comportement implicite dont je suis en train de parler ici, c'est tout simplement la politesse. Voilà. On met son nom sur sa copie parce qu'on ne veut pas faire perdre de temps à son correcteur. Bon. Les étudiants qui comprennent tardivement qu'il faut mettre leur nom sur leur copie, généralement le font aussi au partiel. Enfin voilà, bon, il y a des comportements implicites évidents et pourtant très méconnus. Et les étudiants qui les méconnaissent peuvent se retrouver rapidement en difficulté. Parce que le droit, c'est pas une nurserie. Ça peut être très brutal. C'est souvent d'autant plus brutal que ça n'est pas dit. Ne pas se décourager. J'ai le souvenir cette année d'une étudiante qui a eu 3 à son partiel de droit constitutionnel au premier semestre. 3, c'est pas beaucoup. Elle a eu 17 au second semestre. Et 17, c'est beaucoup. Donc il ne faut pas se décourager. Voilà. Il y a des marges de progression. Il faut être capable vraiment d'encaisser littéralement de très sales notes, alors même que souvent les étudiants ont eu des mentions au bac, etc. Alors 2 autres conseils effectivement que je donne de manière un peu moins théorique. Allez assister aux plaidoiries, parce que tout se finit en chanson, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 ans, tous les étudiants savent écrire. Les tardifs comme moi mettent 4 ans pour savoir faire un commentaire d'arrêt, mais ils y arrivent quand même. En revanche, vous avez des étudiants qui ne savent pas ce que c'est qu'une plaidoirie. Il n'y a rien de plus dramatique qu'un étudiant qui réussit l'école du barreau et qui n'a jamais fait un exposé oral de sa vie. Enfin, son début de carrière est quand même légèrement compromis quand même. Donc là aussi, il y a des comportements implicites. Voilà, il y a des associations qui font des concours d'éloquence. Vous avez la conférence. Enfin, c'est des choses qu'il faut connaître. Voilà, Berryer, ça doit être un nom connu pour un privatiste et suivi. Et le deuxième conseil que je pourrais donner à un étudiant, c'est faire des stages. Alors les étudiants hurlent souvent qu'il y a violence à étudiants. Quand je dis ça, ils m'expliquent que c'est impossible de faire un stage parce que bon, ils sont trop jeunes, ils sont petits, etc. etc. Parce que j'observe, c'est que mes groupes d'étudiants qui commencent à chercher des stages, alors sur Paris, il est vrai, enfin certains cherchent en province aussi, il y en a une futée cette année qui en a trouvé un à La Réunion, donc bon, probablement avec un du piston, faut bien le dire. Mais enfin, ce que j'observe, c'est que mes étudiants qui cherchent des stages à partir de janvier, vous en avez 80% qui trouvent. Vous en avez un nombre significatif, et je pèse mes mots, qui en trouvent plusieurs. Et vous en avez un nombre restreint, mais tout quand même, statistiquement significatif aussi, qui en trouvent pays. C'est comme ça que ça se fait. Vous avez un stage en première année, vous commencez à nouer un réseau. En deuxième année, vous faites un autre stage où vous approfondissez votre stage avec le même cabinet ou la même entreprise. En troisième année, vous approfondissez encore. En quatrième année, vous approfondissez. Et tout naturellement, quand vous arrivez sur le marché du travail, vous avez un déjeuner parce que vous avez compris ce que c'est qu'un comportement implicite et donc vous savez provoquer un déjeuner avec un futur employeur. Et à votre futur employeur, vous lui dites, bon ben voilà, je suis en train par exemple de terminer mon école du barreau. Et normalement, votre futur employeur dit, ben rejoignez-nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Plusieurs conseils, effectivement. Ne vous découragez pas, assistez aux plaidoiries et faites des stages.